Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre notre cours relatif au processus de gestion, avec notamment la fixation des objectifs au sein d'une organisation. Pourquoi la nécessité de manager par objectif? Les objectifs donnent un sens aux efforts collectifs et individuels. Les objectifs correspondent à un besoin du corps social des entreprises. Ils permettent la réappropriation d'un pouvoir par la hiérarchie intermédiaire et la mobilisation des motivations de chacun. Définir des objectifs pour chaque unité commerciale ou administrative n'est pas une pratique généralisée. Cela relève de la culture de l'entreprise. Lorsqu'une direction d'entreprise incite son encadrement à définir des objectifs par unité, elle délègue et fait déléguer un pouvoir à chaque niveau de responsabilité intermédiaire. Dans le cas contraire, le rôle du responsable est cantonné à une position de courroie de transmission. Je tiens aussi à rappeler que la délégation consiste à confier à quelqu'un la responsabilité d'un résultat avec le pouvoir d'agir et de décider associé à la réalisation de cet objectif. Voilà donc pourquoi on s'intéresse à la problématique de la fixation des objectifs au sein d'une organisation, dans la mesure où la fixation des objectifs donne du sens aux efforts collectifs et individuels et correspondent à un besoin du corps de l'entreprise. Comment on peut distinguer la direction par les activités et la direction par les objectifs? Et à ce sujet, il faut quand même distinguer l'action de diriger par les activités et l'action de diriger par les objectifs. Commençons par la direction par les activités. Une activité correspond à une réalisation nécessitant l'exécution de plusieurs tâches. Elle induit la polyvalence, le produit fini et l'initiative. La polyvalence étant donné que plusieurs tâches seront réalisées par la même personne. La variété du travail et la diversité des compétences sauvegardent la motivation et l'adaptabilité. Le produit fini est une série d'actions concourant à une réalisation claire. Et enfin, l'initiative correspond au contrôle qui ne porte pas dans un premier temps sur la bonne exécution de chaque tâche, mais sur la réalisation finale. L'appropriation d'une activité est une des conditions nécessaires de la motivation et de la performance. Donc, une activité est une réalisation nécessitant l'exécution de plusieurs tâches. Elle induit trois aspects. La polyvalence, qui renvoie aux plusieurs tâches qui sont censées être réalisées par la même personne. Un produit fini, qui est une série d'actions qui seront agencées pour réaliser l'objectif d'une manière claire. Et enfin, l'initiative, dans la mesure où le contrôle ne sera pas porté sur la bonne exécution de chaque tâche, mais sur la réalisation finale. Et justement, l'appropriation d'une activité est une des conditions nécessaires à la motivation et à la performance. C'est ce qui caractérise la direction par les activités. Deuxième élément, c'est la direction par les objectifs, donc dirigé par les objectifs. Le résultat attendu est formulé en termes de quantité, de qualité, coût et délai. Trois éléments sont prioritaires. La finalité économique de l'entreprise, la contribution, l'autonomie et la responsabilité. La finalité économique de l'entreprise seul compte le résultat et non les moyens. C'est-à-dire que finalement, ce qui intéresse l'entreprise, effectivement, c'est la réalisation des objectifs. Et par conséquent,
ce sont les résultats qui comptent davantage par rapport aux moyens déployés. Deuxième élément en matière de la direction par les objectifs, c'est la contribution. Chaque personne ou chaque unité produit un résultat contribuant aux performances de l'ensemble. Donc, chaque personne ou chaque unité, dès lors qu'il va produire un résultat, va systématiquement contribuer à la performance de l'ensemble. Troisième élément prioritaire dans le cadre de la direction par les objectifs, c'est l'autonomie et la responsabilité. La liberté de réaliser trouve la contrepartie dans le système de sanction du résultat. Donc, la liberté de réalisation trouve une contrepartie dans le système de sanction du résultat. Si l'objectif est atteint, rétribution matérielle ou psychologique, si pas atteint, stimulation négative. Qu'est-ce qu'on entend donc par objectif? L'objectif correspond, ou le concept d'objectif correspond à un résultat mesurable à une échéance précise grâce à la mise en œuvre d'actions appropriées. Donc, dirigé par les objectifs consiste justement à associer les trois éléments. Finalité économique de l'entreprise qui donne de l'importance aux résultats et non aux moyens. La contribution en tenant compte que chaque personne ou chaque unité, dès lors qu'elle va atteindre un résultat, contribue systématiquement à la performance de l'ensemble, c'est-à-dire de l'entreprise. Et enfin, l'autonomie et la responsabilité, cela signifie que la liberté de réalisation trouve également la contrepartie dans le système de sanction du résultat. Si l'objectif est atteint, rétribution matérielle ou psychologique. Si l'objectif n'est pas atteint, c'est stimulation négative. Quelles sont donc les caractéristiques d'objectif? Le concept d'objectif est lié à plusieurs caractéristiques. Un avenir, un diagnostic, une action, un résultat, un indicateur, un contrôle, un moyen et une motivation. Un avenir, parce que tout simplement, un objectif repose sur une analyse prévisionnelle et prospective, et il est toujours associé à l'idée d'échéance. C'est pour cela qu'on parle d'un avenir, qui est une caractéristique fondamentale associée au concept d'objectif, dans la mesure où l'objectif est toujours censé se baser sur une analyse prévisionnelle et prospective, c'est-à-dire celle qui anticipe par rapport à la survenance des événements. Et il est toujours associé à l'idée d'échéance. Toujours, il est inscrit dans une échéance bien précise. Deuxième caractéristique, c'est le diagnostic, un diagnostic. Le repérage des points forts et des dysfonctionnements de la situation actuelle constitue le point de départ de la définition des objectifs. Toujours, comme on a déjà vu en premier semestre en matière de fixation de stratégie, toujours le point de départ était le diagnostic et qui est à la base de la formulation et de la définition des objectifs. Donc, repérer les points forts et les dysfonctionnements de la situation actuelle constitue le point de départ pour définir et formuler des objectifs. Troisième caractéristique, l'action. L'objectif guide l'action, d'autant mieux qu'il est identifié et accessible. L'élaboration d'un plan d'action constitue l'acte immédiat qui suit la définition d'un objectif. On l'a déjà vu dans le cadre du processus de la planification stratégique, dans le 6e chapitre du premier semestre. Effectivement, l'élaboration d'un plan d'action constitue l'acte immédiat qui va suivre la formulation d'un objectif ou sa définition. Et donc, l'objectif guide l'action d'autant mieux qu'il est identifié et accessible. Quatrième caractéristique, c'est le résultat. Le résultat, qui constitue également une des dimensions, une des caractéristiques associées ou liées au concept d'objectif. Agir pour modifier la réalité implique la recherche d'un résultat réel qui apparaît en comparant les deux situations.
Rappelez-vous, l'objectif, bien entendu, n'aura d'intérêt que lorsqu'il est contrôlé. Et le contrôle d'un objectif se fait à l'aide du résultat réel dégagé. Et donc, quand on souhaite agir pour modifier une réalité, cela tout simplement implique une recherche d'un résultat tangible et réel qui va être comparé à la situation prévisionnelle pour constater, bien entendu, l'aboutissement. Cinquième dimension ou caractéristique, c'est l'indicateur. L'indicateur et le contrôle. Un résultat est contrôlable en termes quantitatifs, qualitatifs, de délai et de coût. Toujours, il y a donc cette possibilité de comparer entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé. Et grâce à cela, on arrive à contrôler effectivement la réalisation de l'objectif. Et donc, les indicateurs de mesure sont nécessaires pour effectivement apprécier l'atteinte des objectifs escomptés. Et donc, les indicateurs de mesure de l'atteinte des objectifs sont définis avant la mise en œuvre du plan. Parce que grâce à ces indicateurs, on arrive justement à faire le suivi et le contrôle des actions réalisées et qui doivent, en principe, suivre les objectifs formulés. Septième caractéristique, c'est le moyen ou les moyens quand ils sont nombreux. Définir des objectifs et des actions pour l'atteindre suppose une analyse des moyens disponibles et une modification éventuelle de ceux-ci. Donc effectivement, quand on souhaite identifier les objectifs et les actions, on doit aussi prévoir les moyens nécessaires disponibles pour les réaliser et une modification éventuelle au fur et à mesure de l'avancement des activités. Enfin, la motivation. L'objectif doit être l'élément clé du dynamisme de l'unité. Il mobilise les énergies de chacun pour sa réalisation. L'objectif suppose l'adhésion des acteurs concernés. Et c'est pour cela que, effectivement, la motivation constitue une des principales caractéristiques liées au concept d'objectif, d'où l'importance de la direction par objectif et la fixation des objectifs dans le cadre des processus de gestion de l'entreprise. Et donc, toujours, l'objectif est formulé par un verbe plus une mesure plus une échéance de réalisation. Ce sont des challenges qui sont réalisables et, bien entendu, concrètes. Voici un exemple. Réduire de 0,3% le taux de contentieux pour passer de 4,6 à 4,3 à la fin de l'année 2021 constitue un objectif. Augmenter la production actuelle de 2% automobile par jour d'ici une année constitue un objectif qui est associé à des indicateurs de mesure pour pouvoir contrôler leur réalisation. Un objectif doit être précis et spécifique. Il doit être suffisamment élevé pour représenter un challenge, mais il doit être réalisable et réaliste par rapport aux possibilités envisageables. Sa détermination suppose une démarche participative à la faveur de laquelle le responsable et ses collaborateurs confrontent leurs positions respectives et négocient une quantification réaliste et acceptable. Voyons donc les différentes catégories d'objectifs. Nous distinguons donc plusieurs catégories d'objectifs au niveau de l'entreprise et au niveau individuel. Au niveau de l'entreprise, on distingue principalement deux types d'objectifs. L'objectif d'activité et l'objectif de fonctionnement. L'objectif d'activité porte toujours sur la production de l'unité, sur une contribution directe aux résultats de l'entreprise. Il s'exprime toujours en termes de quantité, qualité, coût, délai. Un exemple d'un objectif d'activité, accroître de 10% la vente des produits dans l'année. Et donc souvent,
l'objectif d'activité porte toujours sur la production de l'unité et sur une contribution directe au résultat de l'entreprise. Deuxième type d'objectif, c'est celui de fonctionnement, notamment l'objectif d'amélioration du fonctionnement. Cet objectif porte sur l'organisation interne de l'unité, sur les conditions de production. Il est souvent conditionné par la résolution d'un problème de fonctionnement. Par exemple, je vous donne un exemple, on ne pourra accroître de 10% la vente des produits si les commerciaux passent leur temps à faire de l'administratif. Et c'est pour cela que l'objectif d'amélioration du fonctionnement porte sur l'organisation interne de l'unité, sur les conditions de production, et il est souvent conditionné par la résolution d'un problème de fonctionnement. L'objectif de fonctionnement conditionne donc l'objectif d'activité. Les commerciaux passent 80% de leur temps en entretien avec leurs clients ou prospects. Et donc, effectivement, grâce à l'objectif de fonctionnement qu'on va atteindre l'objectif d'activité, et donc l'objectif de fonctionnement conditionne celui donc spécifique à l'activité. La fixation d'objectifs de fonctionnement n'est pas systématiquement nécessaire. Leur pertinence suppose qu'un problème d'organisation nuise à l'efficacité de toutes les personnes assumant la même poste dans l'unité. Donc, fixer les objectifs d'amélioration du fonctionnement n'est pas systématiquement nécessaire dans la mesure où la pertinence d'une telle fixation suppose l'existence d'un problème d'organisation qui pourra nuire à l'efficacité de toutes les personnes qui assument le même poste dans l'unité. Passons donc au niveau individuel et dans lequel on distingue trois types d'objectifs. Objectif de production, objectif opérationnel et objectif de progrès. L'objectif de production porte sur les résultats attendus du collaborateur, sur sa contribution directe aux résultats de l'unité. Il s'exprime en termes de quoi, qui, comment et délai. Un exemple d'un objectif de production, réaliser un chiffre d'affaires de 1 500 000 dirhams par an pour un vendeur. Ça, c'est un objectif de production dans la mesure où il porte sur les résultats attendus du collaborateur, sur sa contribution directe aux résultats de l'unité. Et souvent, donc, il est exprimé en termes de quoi, qui, comment et délai. Deuxième type d'objectif à l'échelle individuelle, au niveau individuel, c'est l'objectif opérationnel. Celui-ci porte sur les activités réalisées. Il s'exprime en termes d'opérations à effectuer et représente l'effort demandé aux collaborateurs. Exemple, 5 entretiens par jour, dont 3 de fidélisation et 2 de prospection, peut constituer un objectif opérationnel pour un commercial, dans la mesure où il porte sur les activités réalisées. Et en dernier lieu, donc, l'objectif de progrès, qui porte sur les compétences et s'exprime en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être. Il constitue les axes de progression d'un collaborateur pour une meilleure maîtrise de son emploi. Un exemple d'un objectif de progrès, par exemple, améliorer ses capacités de négociation et de concrétisation en prospection, de 1 pour 5 à 3 pour 5. Donc, il est souvent délicat de mesurer l'atteinte d'un objectif de progrès qui est le seul à ne pas avoir obligatoirement une forme quantitative. On peut avoir donc une forme qualitative en matière de fixation de l'objectif de progrès dans la mesure où il porte sur les compétences et souvent il est exprimé par le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Pour pallier le risque de subjectivité, 2 conseils sont à recommander. Premièrement, une formulation très précise, donc avoir réalisé telle activité à telle échéance, à telle condition, toujours le quoi, le comment, le délai. Donc c'est le premier conseil, de manière à formuler l'objectif précisément.
Par exemple, avoir réalisé telle activité à telle échéance, à telle condition. Donc, toujours on revient au cheminement, quoi, comment, délai, etc. Deuxième conseil pour éviter le risque de subjectivité, dans le cas de la fixation d'objectifs de progrès, qui est beaucoup plus à dimension qualitative, c'est effectivement une définition exhaustive des actions à mettre en œuvre, tant de la part du collaborateur que de celle du responsable. C'est-à-dire qu'il faut définir d'une manière exhaustive l'ensemble des actions à mettre en œuvre, à la fois par le collaborateur que par le responsable. Et donc, ces trois catégories d'objectifs individuels permettent au responsable de faire face à toutes les situations. S'il est difficile pour des postes à dominante administrative de définir des objectifs individuels de production, les objectifs opérationnels et de progrès peuvent être définis quel que soit le poste tenu. Donc, effectivement, parfois pour des postes à dominante administrative, il est un peu difficile de définir des objectifs de production au sein de l'entreprise. Mais ça reste donc à formuler les objectifs opérationnels et de progrès qui sont quand même facilement à identifier, quel que soit le poste tenu. La règle des trois objectifs reste valable au niveau individuel. Il n'est pas utile de trouver un objectif de chaque catégorie. La valeur des objectifs individuels dépend du poste et surtout du niveau de maturité professionnelle. Donc voilà en grosso modo comment on peut donc identifier les différentes catégories d'objectifs, que ce soit à l'échelle de l'entreprise ou à l'échelle des individus. Maintenant, la question qui se pose, quels sont les indicateurs de mesure pour ces objectifs? C'est ce qu'on va voir donc par la suite. Les indicateurs de mesure de l'objectif. Un indicateur est une information quantitative portant sur la mesure d'une production, d'une réalisation ou reflétant l'état de fonctionnement d'une unité. Deux types d'indicateurs peuvent être distingués, les indicateurs de résultat et les indicateurs de réalisation. Les indicateurs de résultat constituent des données quantitatives permettant de mesurer une progression vers l'atteinte d'un objectif, alors que les indicateurs de réalisation renvoient à des données mesurables qui permettent d'obtenir une information sur la réalisation des actions mises en œuvre concrètement afin d'atteindre un objectif tel qu'il est prévu par le plan d'action. Donc effectivement, un indicateur est une information quantitative qui a pour but de mesurer soit une production, soit une réalisation, et elle doit refléter l'état de fonctionnement d'une unité composante de la structure. Et il y a deux types d'indicateurs. Les indicateurs de résultats qui permettent de mesurer la progression vers l'atteinte de l'objectif et les indicateurs de réalisation qui permettent d'obtenir une information sur la réalisation des actions qui seront donc planifiées dans le cadre du plan d'action. On peut alors classer les indicateurs selon 4 catégories: la quantité, la qualité, le délai et le coût. En termes de quantité, le nombre de pièces fraisées, les quantités consommées, le nombre d'appels téléphoniques, le nombre de comptes ouverts, etc., constituent des indicateurs qui portent beaucoup plus sur la quantité. S'agissant de la qualité, par exemple, le nombre de pièces rebutées, le nombre de réclamations, l'indice de satisfaction, ce sont tous donc des indicateurs qui renvoient à une dimension de qualité. En matière de délai, par exemple, le temps d'usinage moyen, la durée d'un appel, le délai de réponse, le temps de traitement d'une réclamation, etc. Et enfin, la quatrième catégorie, c'est en termes de coût. Par exemple, le prix de revient moyen d'une opération, le coût des interventions de maintenance, etc. La nature de l'objectif fournit le type d'indicateur qui permet sa mesure.
L'indicateur qualifie l'objectif. Exemple, pour un objectif de type motivationnel aux ressources humaines, un objectif RH, on peut citer par exemple le taux d'absentéisme, congé maladie, journée de grève, demande de mutation, etc. La détermination des indicateurs de mesure d'un objectif dépend effectivement de sa nature. Par exemple, augmenter de 3% la part de marché de l'unité commerciale sur les plus des 50 ans d'ici un an, ça constitue donc un indicateur de résultat. Un autre exemple, le nombre de nouveaux clients de plus de 50 ans constitue également donc un indicateur de résultat. Le premier indicateur est toujours inclus dans la formulation de l'objectif. Un autre exemple pour l'indicateur de réalisation, par exemple, on a vu déjà l'indicateur de résultat à travers, par exemple, le nombre de nouveaux clients à réaliser sur une durée précise, une échéance précise. Pour l'indicateur de réalisation, par exemple, on peut prendre le nombre d'entretiens de prospection réalisés par un commercial, par exemple 300 entretiens par mois sur 10 mois pour un taux de concrétisation de 1 pour 3. Un deuxième indicateur porte toujours sur l'action la plus capitale prévue dans le plan d'action. Souvent, il mesure l'effort de l'unité pour atteindre le résultat recherché. Troisième exemple, c'est l'indicateur de résultat. Par exemple, on peut prendre le nombre de produits vendus à cette nouvelle clientèle. Par exemple, 3000 espérés pour un équipement moyen de 3. Le troisième indicateur porte sur le résultat, puisqu'il s'agit d'un objectif d'activité, notamment la production. A contrario, dans le cas d'un objectif de fonctionnement, notamment d'amélioration, 2 indicateurs de réalisation et un indicateur de résultat seraient préférables. En général, les indicateurs servent à mesurer périodiquement l'avancement de l'unité vers l'atteinte de ses objectifs. Le tableau de bord regroupe l'ensemble des indicateurs pour l'ensemble des objectifs de l'unité et permet donc un pilotage managérial des résultats. Donc le tableau de bord regroupe l'ensemble des indicateurs pour l'ensemble des objectifs de l'unité, en général 9 lignes, 3 objectifs fois 3 indicateurs, et donc il permet effectivement de piloter sur le plan managérial les résultats. Pour les objectifs individuels, il peut s'avérer utile de définir des indicateurs en particulier pour les objectifs individuels de production ou opérationnels. Passons donc au niveau de décision. Donc là, on a vu une idée sur la question des indicateurs et de leur choix. Généralement, on distingue 3 niveaux de décision qu'on avons déjà discuté en premier semestre. Les décisions stratégiques qui sont de long terme, les décisions administratives et tactiques qui sont de moyen terme, et les décisions opérationnelles ou d'exploitation qui sont à très court terme. Voici donc un schéma pour distinguer les 3 niveaux. Donc au niveau supérieur, on distingue donc les décisions stratégiques qui engagent toute l'entreprise à long terme. Au niveau intermédiaire, on distingue les décisions tactiques ou administratives qui engagent seulement une partie de l'entreprise à moyen terme. Et à l'échelle opérationnelle, au niveau opérationnel, on distingue des décisions opérationnelles d'exploitation courante qui ont des conséquences très réduites sur l'entreprise et qui sont donc inscrites sur le long terme. Les décisions stratégiques, elles sont prises au niveau de la direction générale, au plus haut niveau de l'entreprise, dans la longue durée. Ce sont les décisions les plus importantes car elles déterminent
l'orientation générale de l'entreprise et parfois même conditionnent sa vie. Elles peuvent être des décisions d'investissement ou des décisions de lancement de nouveaux produits. Les décisions intermédiaires, tactiques ou administratives, qui engagent seulement une partie de l'entreprise à moyen terme, elles sont prises par l'encadrement. Rappelez-vous, on avait déjà défini la question de l'encadrement, qui attribue les moyens aux services pour atteindre les objectifs. Il peut s'agir, par exemple, du choix d'un mode de production, de la révision d'une politique de prix ou de la sélection d'un canal de distribution. C'est ce qu'on entend par les décisions tactiques qui sont souvent prises par l'encadrement, c'est-à-dire le middle management ou le management intermédiaire, qui assure notamment la liaison entre le niveau supérieur et les niveaux opérationnels. Donc, ces décisions sont prises par l'encadrement qui attribue les moyens aux services pour atteindre les objectifs. Enfin, donc, les décisions opérationnelles d'exploitation courante qui ont des conséquences très réduites sur l'entreprise, qui sont souvent prises sur le court terme, effectivement. Ce sont des décisions relatives à la gestion courante et ne sont jamais vitales pour l'avenir de l'entreprise. Il s'agit ici d'assurer au jour le jour le fonctionnement régulier de l'organisation. Il peut s'agir par exemple de passer des commandes à des fournisseurs, livrer un client, payer une facture. Donc voilà, le tableau suivant caractérise les principales décisions de manière à les distinguer en tenant compte de plusieurs aspects. L'horizon temporel, la fréquence et le degré de répétitivité, degré d'incertitude de l'information, degré de réversibilité, est-ce qu'ils sont réversibles ou pas, niveau de décision, c'est-à-dire à quelle échelle en matière de l'organisation. Commençons donc par l'horizon temporel. Les décisions stratégiques, souvent, ce sont des décisions qui engagent l'entreprise sur un horizon de long terme. Il s'agit d'un ensemble d'objectifs généraux qui définissent l'orientation générale de l'entreprise. Et par conséquent, elles sont prises par le top management, c'est le plus haut niveau hiérarchique au sein de l'entreprise, et il est donc à une vision de long terme. Les décisions administratives ou tactiques sont souvent prises sur le moyen terme et ils cherchent principalement à rectifier les éventuels dysfonctionnements qui peuvent heurter l'atteinte des objectifs à long terme. Et les décisions opérationnelles, ce sont des décisions de court terme parce qu'ils sont liés à l'exploitation courante, ils sont liés donc à la gestion quotidienne des activités de l'entreprise. En matière de fréquence et de degré de répétitivité, les décisions stratégiques, ce sont des décisions uniques, c'est-à-dire ils ne sont pas facilement répétitives. On ne va pas les prendre au jour le jour. Ce sont des décisions engageantes. Elles engagent l'avenir et le devenir de l'entreprise sur un horizon de long terme. Et c'est pour cela que l'élaboration d'une stratégie ou la planification stratégique constitue une étape vraiment sensible en matière de la définition de la politique générale de l'entreprise. Alors que les décisions administratives ou tactiques, ils ont quand même une fréquence faible, ils sont des décisions peu répétitives parce qu'ils engagent aussi l'entreprise sur le moyen terme et par conséquent, ils constituent des outils d'ajustement en cas de dysfonctionnement ou en cas d'événements ou des circonstances imprévisibles et qui peuvent éventuellement heurter l'atteinte des objectifs escomptés dans le cadre des décisions stratégiques qui sont uniques, engageantes et sur le long terme. Et enfin, donc les décisions opérationnelles qui ont quand même une fréquence très forte parce qu'elles sont journalières au quotidien, elles sont nombreuses, très nombreuses et répétitives et ils suivent l'exploitation courante de l'entreprise ou de l'activité de l'entreprise. En matière de degré d'incertitude de l'information, effectivement, dans la mesure où la stratégie ou les décisions stratégiques sont prises
sur un horizon de long terme et par conséquent, ils sont associés à une incertitude très élevée. Par conséquent, le risque quand même est élevé et c'est pour cela qu'on fait allusion à des outils d'analyse de l'environnement pour essayer de réduire cette incertitude à travers les systèmes de veille et d'intelligence économique. Les décisions administratives et tactiques, elles ont quand même un degré élevé, mais qu'on arrive quand même à encadrer. Et les décisions opérationnelles ont un risque faible dans la mesure où ils sont liés à l'exploitation courante au quotidien. Le degré de réversibilité, il est quasi nul parce que les décisions stratégiques sont engageantes et sont irréversibles. On ne peut pas les changer au jour au lendemain parce qu'ils engagent l'avenir et le devenir de l'entreprise. Donc, on va investir des capitaux, des ressources et de l'effort pour justement les réaliser. Et par conséquent, on n'a pas le droit de revenir en arrière parce que c'est un peu difficile dans la mesure où ce sont des décisions uniques dont le degré d'incertitude très élevé et par conséquent, elles sont engageantes et irréversibles. Les décisions administratives ont, là encore, le degré de réversibilité est un peu faible parce que là, ce sont des décisions d'ajustement et de réaction quand il y a des événements qui peuvent impacter négativement le déroulement ou la bonne marche de l'entreprise et par conséquent, il faut rétablir le fonctionnement normal. Et c'est pour cela qu'effectivement, ce sont aussi des décisions à un degré faible en termes de réversibilité, ils sont aussi irréversibles. Et enfin, les décisions opérationnelles, ils sont facilement réversibles parce qu'ils sont liés à la gestion quotidienne des activités. Par conséquent, on peut les modifier au jour le jour sans aucun problème. Les décisions stratégiques relèvent principalement de la direction générale, du top management, le sommet de la hiérarchie, c'est le plus haut niveau de la hiérarchie au sein de l'entreprise. Les décisions tactiques et administratives relèvent du middle management, donc du niveau intermédiaire. Et à partir de là, donc, ce sont les décisions, les directions fonctionnelles et opérationnelles qui se chargent de la formulation des décisions administratives ou tactiques. Et enfin, les décisions opérationnelles sont des décisions décentralisées. Tout un chacun au sein de l'entreprise, dans son périmètre d'intervention, il peut prendre des décisions à caractère opérationnel, notamment dans le cadre de l'exercice des fonctions, de l'exercice d'un service, etc. Donc voilà, grosso modo, pour cette séance. Sur ce, je termine cette explication et je vous souhaite un très bon courage et je vous donne rendez-vous pour la séance prochaine. Donc voilà, bon courage et à très bientôt.